Juste alors un commentaire du commentaire et notamment du propos de Corentin sur la dissuasion conventionnelle, la dissuasion nucléaire dans les diverses doctrines. C'est sûr que chez les Américains, au fond, il y a une complémentarité affichée entre toutes les formes de la dissuasion nucléaire et conventionnelle et le bouclier antimissile. Alors à la fois pour des raisons, je dirais, d'économie et en même temps de doctrine, c'est vrai qu'il y a dans les dernières années une certaine forme de décloisonnement, notamment dans la politique de défense française, entre les deux champs. Mais le nucléaire reste quand même l'arme de la dissuasion, et ce à quoi nous prêtons attention, c'est qu'il n'y ait pas au fond une fondrière entre la stratégie conventionnelle, les équipements conventionnels et les équipements nucléaires, de sorte que la crédibilité du nucléaire ne soit pas affectée parce que, je dirais, notre armée serait décrédibilisée dans le haut de son spectre conventionnel, et plus généralement les armées européennes, sur lesquelles la profondeur stratégique, notamment de la dissuasion française, compte en cas d'affrontement. Le deuxième point, c'est qu'on a plus de flexibilité dans l'usage des vecteurs, dans la communalité des systèmes spatiaux, etc. On n'est plus dans une réflexion où l'argent permettait aussi de réfléchir de manière plus séparée. Mais quand même, en tout cas dans la doctrine française, la dissuasion, pour des raisons à la fois d'efficacité de la capacité, de la force de la dissuasion et de sa crédibilité en même temps de son coût, est incarné par l'arme nucléaire. Ça, c'était un petit rappel pour les étudiants du fond de classe sur les politiques de défense française. Alors maintenant, je vais passer la parole à la salle pour des questions. Nicolas, on va en prendre une série. Hein. Non, mais les étudiants sont toujours timides, ils interviendront toujours à la fin, c'est toujours comme ça. Mais je les réinvite à s'exprimer. Il y en a un ? Ah ben voilà, très bien, merci. Alors vous commencez ? Bonjour, je suis Joseph Marzel, étudiant à Paris 1. Et donc ma question, je la fais en français ? Oui, bon alors, vous avez parlé tout à l'heure de la volonté du Japon de faire une organisation, une alliance sur le modèle de l'OTAN. Et j'aurais voulu savoir déjà si les États-Unis étaient d'accord. Si oui, qui voyait-il comme allié potentiel ? Je pense au Vietnam, mais même juste, vous avez parlé aussi de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est des alliés potentiels et intéressants dans la région, non pas contre un ennemi qui serait la Chine, mais simplement pour contenter un petit peu les volonté japonaise. Je vous remercie. Alors, vous avez la parole. Oui, ma question est relative à un mot qui n'a pas été prononcé, comme la semaine dernière. C'est celui de Taïwan. Et donc ma question est assez claire. Est-ce que finalement, quand on parle de dissuasion élargie américaine, il faut considérer qu'elle s'applique de façon implicite à Taïwan ? Faut-il considérer qu'elle exclut de façon explicite Taïwan, ou est-on dans l'incertitude entre les deux ? Alors attendez, monsieur derrière, ensuite on peut reprendre les deux. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de la manière dont le Japon regardait la dissuasion nucléaire en Europe, et notamment d'une part les relations entre l'OTAN et la Russie, et d'autre part les discussions sur le nucléaire à l'OTAN. Comment les instituts de recherche japonais prennent-ils en compte l'existence en Europe de deux autres puissances nucléaires qui ont chacune leurs intérêts propres, et quelles conclusions en tirent-ils pour sa propre situation ? Merci. Brad, est-ce que je vous laisse répondre à ces trois questions, puis on prendra une autre série après ? Merci. Thank you. If I... Alors si j'ai donné au premier intervenant l'impression que le Japon
souhaitait un arrangement à la manière de l'OTAN dans la région de l'Asie du Nord-Est, je l'ai peut-être induit en erreur parce que le Japon n'a confiance qu'en un seul partenaire en matière de sécurité, c'est les États-Unis. Alors, il parle certes de partenariat avec d'autres pays, mais il n'y a qu'un seul allié. Et le Japon ne pourrait pas imaginer l'élargissement de cette alliance pour assumer des responsabilités supplémentaires. Il faut bien comprendre que l'alliance américano-japonaise ne ressemble d'aucune façon aux autres alliances. Le Japon a une constitution qui lui interdit aussi bien la défense coercitive que la défense active. Enfin, je veux dire, ce n'est que la défense passive, en quelque sorte, et encore uniquement sur son littoral. Enfin, ça en dit long sur son rôle. Et l'Amérique défend le Japon, mais nous ne défendons pas nos alliés. Nous agissons avec les alliés. Donc les États-Unis sont les défenseurs du Japon. Il n'y a aucun autre pays de l'Asie du Nord-Est qui soit prêt à assumer cette responsabilité et aucun autre pays que le Japon serait prêt à accepter comme défenseur justement pour assurer ce rôle. Alors, pour ce qui est du Japon et de la Corée du Sud, l'un et l'autre pays souhaiteraient avoir, disons, des choses qui ressemblent à ce qui se passe à l'OTAN. Mais enfin, quand ils disent des choses, ils ne savent pas trop, finalement. Ce qui est considéré comme le parapluie nucléaire, c'est que les États-Unis, finalement, ont ouvert ce parapluie et que ses alliés sont abrités par ce parapluie. Alors qu'en fait, non, à l'OTAN, on est constamment en train de se disputer sur ces questions et les choix, les décisions nucléaires sont prises ensemble, entre les partenaires, entre les alliés. Et d'ailleurs, dans le cadre du dialogue de 2010, il s'agissait surtout d'accepter ce désir mutuel, aussi bien pour les Japonais que pour les Américains et les Sud-Coréens, l'idée d'avoir des processus consultatifs qui se trouveraient intégrés en quelque sorte ou adaptés à la donne du XXIe siècle plutôt qu'à celle du XXe siècle. Alors, de ce fait, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des ministres de la Défense qui parlent de ces questions. Vous avez on parle des mécanismes de soutien qui ont été créés précisément à cette fin. Alors pour la Corée du Sud, il y a quand même un problème particulier, c'est que vous avez un commandement combiné pour le CFC pour la Corée du Sud. Ce commandement est dirigé par un Américain, et c'est de même que le chasseur de l'OTAN a toujours été américain. Il y a 10 ans, la Corée du Sud a dit nous souhaiterions mener les opérations de ce commandement conjoint pour la Corée du Sud, et alors les Américains ont dit très bien, d'accord, mais 10 ans plus tard, on n'y est toujours pas. Mais enfin, l'une des questions qui se pose est de savoir est-ce que toute cette affaire nucléaire va pouvoir tenir la route lorsque ce sera un commandement sud-coréen. Alors ces consultations nucléaires, ça n'a jamais été une source de préoccupation pendant la guerre froide parce qu'elles ne jouaient aucun rôle dans les décisions, mais aujourd'hui c'est une nouvelle donne et là effectivement ces délibérations ont toute leur place et donc la référence à l'OTAN pour le Japon et la Corée vient de là. Voilà. Alors ensuite, je voudrais passer d'abord à la troisième question, celle du Japon, avant de revenir à la seconde. Je voudrais poser la question dans un domaine non nucléaire, donc il n'est pas question de dissuasion ou pas de dissuasion. J'aimerais savoir quelle est la position du gouvernement américain vis-à-vis de l'amorce japonaise de sortir du cadre constitutionnel japonais imposé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par les États-Unis. Je vous remercie et j'y répondrai dans l'ordre inverse. D'abord pour ce qui est... en fait, la question que vous posez sur le Japon traite de la dissuasion élargie. Et alors, il faut quand même, sur ce plan, être quand même clair sur ce qu'est ma propre appréciation
de ce que a évoqué le Premier ministre Abe. Il ne s'agit pas tant d'échapper aux obligations imposées par la Constitution, et notamment les articles relatifs à la position pacifique du Japon. Il s'agit de réinterpréter le cadre de la Constitution afin de permettre aussi bien d'avoir des actions de défense collective et coopérative qui viendraient s'ajouter à l'autodéfense. Le Japon est le seul pays du monde qui ne reconnaisse pas son droit légitime d'avoir accès à des formes de défense collective et coopérative. Et ça, c'est une position que les États-Unis estiment que les Japonais doivent pouvoir mettre en œuvre des formes de défense coopérative et collective. Enfin, depuis 25 ans, nous le disons. Nous disons également que le Japon doit pouvoir participer à des opérations de maintien de la paix autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous souhaiterions que le Japon le Japon est notre partenaire de défense antimissile le plus important, c'est-à-dire que le Japonais déploie des navires qui portent des intercepteurs de missiles dans la mer du Japon et peut intercepter des missiles visant le Japon ou même plus loin les États-Unis. Et juridiquement et donc politiquement, en interceptant un missile qui survolerait le territoire japonais en allant destiné vers les États-Unis. Pour le Japon, ceci va à l'encontre de leur constitution, mais les Américains se disent quoi? Attendez, les Japonais n'ont pas le droit. C'est un allié qui n'a pas le droit d'intercepter un missile qui vise notre territoire. Quel drôle d'allié nous avons là. Alors, nous estimons que la nécessité du Japon de devenir une puissance normale sur ce théâtre des opérations et qui participe aux mesures de défense ou de sécurité coopérative et collective, nous estimons que ceci est essentiel pour que cette région puisse justement sortir de l'ombre qu'a porté sur elle les guerres des années 30 et 40. Alors évidemment, c'est une position qui vous paraît peut-être étrange, mais croyez-moi, elle est largement appuyée aux États-Unis, à savoir qu'il est temps que le Japon réinterprète cette constitution pour l'autoriser à faire des choses qui semblent couler de source. Alors, ça n'enlève rien à la dimension pacifique de la constitution japonaise. Et d'ailleurs, cela nous amène justement à l'analyse de la dissuasion élargie. Nous estimons que le Japon doit participer à cette dissuasion, ne doit pas simplement en être un bénéficiaire, mais également un acteur. Et pour les États-Unis, c'est une grosse question. Nous souhaitons que les alliés partagent en tout cas la responsabilité, la charge de la dissuasion à l'encontre de la Corée du Nord, de la Chine, de l'Iran, parce que nous ne souhaitons pas être les seuls à porter ce fardeau. En tout cas, nous ne souhaitons pas l'être. Concernant l'équilibre conventionnel entre les États-Unis et la Chine et le fait que nous pourrions perdre dans une guerre conventionnelle, premièrement, je crois que les courses aux armements, ça n'est pas la bonne façon de voir l'équilibre des forces conventionnelles entre la Chine et les États-Unis. La Chine ne fait pas une course dans quelque direction que ce soit. Elle étudie les enseignements de l'effondrement de la puissance soviétique et de l'Union soviétique et elle travaille d'arrache-pied à éviter tous les choix qui ont été faits à Moscou qui, à leur sens, ont contribué à l'effondrement des soviétiques. Selon eux, nous, les Américains, nous avons par la ruse, forcé les Russes à se lancer dans une course aux armements. Et donc, ils n'essayent pas de faire cette course aux armements pour arriver à une position où ils auraient une supériorité militaire conventionnelle qui se mesurerait par des chiffres
Ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'appelle leur stratégie, c'est-à-dire défendre leurs revendications territoriales, surtout sur les territoires disputés, apporter une protection aux activités économiques dans les domaines maritimes, et leur stratégie pour ce faire est de rendre vulnérable l'armée américaine dans n'importe quel domaine où il pourrait choisir de fonctionner. Si on n'est que sur la surface de la mer, nos porte-avions sont maintenant vulnérables à des missiles à courte portée. Si on est en sous-marin, nos sous-marins sont maintenant vulnérables aux sous-marins d'attaque chinois. Si on est dans l'espace profond, ils ont maintenant des capacités de contre-attaque spatiale. Et dans le domaine cyber, ils ont de grandes capacités offensives et défensives. Je ne crois pas que leur stratégie soit la stratégie des Soviétiques pour essayer de dominer de façon quantitative dans tous les domaines. Leur stratégie, c'est de nous dissuader de mener des actions nous donnant à comprendre qu'on serait vulnérable dans n'importe quel domaine où on pourrait décider de fonctionner. S'il devait y avoir une guerre dans le Pacifique occidental, quelle pourrait être cette guerre? Les Chinois ne vont pas envahir le territoire japonais. Les Japonais ne vont pas envahir la Chine continentale. Le scénario qu'on pourrait imaginer, ce serait des escarmouches navales sur l'un des territoires disputés, ces îles du Pacifique. Il s'agirait d'une guerre très courte et très désagréable où la marine de libération du peuple serait coulée très rapidement par les garde-côtes japonais qui sont vastement supérieurs. Ce serait vraiment un grand embarras pour les Chinois et cela inciterait la population japonaise et tous les voisins de la Chine à se lever contre la Chine pour demander une relation plus forte avec l'Amérique. Voilà le dilemme fondamental de la Chine dans son environnement sécuritaire. Chaque fois qu'elle a l'air plus méchante, plus forte, et qu'elle s'affirme dans le domaine régional, eh bien, cela renforce le rôle de l'Amérique parce que ce rôle est important pour le partenariat régional avec tous les acteurs de la région. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste dans ce domaine. Je pense que la dissuasion reste forte et qu'on est encore loin d'un moment où la Chine se persuadera que ce genre de guerre est dans son intérêt. Ayant accepté de vous passer son tour, je vais laisser juste pour un commentaire ou une question Nathalie Nouguered. Une question, Nathalie? Tu veux le micro? Alors viens le prendre. Merci. Je vais poser ma question en anglais. Vous avez décrit de façon fascinante comment on étudie de très près les événements en Europe, en Asie du Sud-Est. Et les alliés américains en Asie pensent qu'il ne faut pas vraiment se préoccuper de la crédibilité américaine parce que l'Ukraine n'est pas un allié. Mais il y a quand même des alliés juste à côté de l'Ukraine, les États baltes. Et ce sont de petits territoires qui peuvent aussi être disputés. Qui sait, l'environnement est maintenant très imprévisible en Europe. Et donc, je me demandais quelles seraient vos réflexions sur cette question particulière concernant l'analyse que font les Asiatiques de la situation sécuritaire des États baltes et comment les États-Unis s'intègrent dans l'équation. Moi, je ne crois pas qu'il y ait des faits venant appuyer la thèse selon laquelle les Japonais et les Coréens du Sud s'intéressent très fortement à des actions potentielles de la Russie dans 2, 3, 4, 5 ans. Bon, je ne souhaite pas non plus dire qu'il n'y a pas du tout de question de crédibilité en Asie du Nord-Est et qu'il n'étudie pas de très près ce qui se passe en Europe. Mais là, je veux dire qu'il y a une différence entre la situation actuelle et
là où l'analyse que font les commentateurs européens de la situation. Pour développer un peu, je crois que la stratégie hybride que l'on a vue pour l'instant en Crimée, et là je crois que là on vient nous dire qu'il faut qu'on quitte la salle très rapidement, en 2 phrases. Là je crois que la stratégie hybride que l'on a vue pour l'instant dans la doctrine russe n'est pas la stratégie qu'il faudrait qu'ils utilisent si jamais ils décidaient de saisir et de conserver un territoire de l'OTAN. C'est une chose de mener des opérations militaires juste à côté de chez vous, où il est possible de réapprovisionner rapidement avec une population qui est surtout acquise à votre cause, avec beaucoup de forces spéciales, et vous allez conserver ce territoire sans opposition, sans grande opposition en tout cas. Mais là, ça n'est pas le problème auquel ils seraient confrontés dans les États baltes. Projeter des forces à une certaine distance, qu'il faudrait conserver le territoire contre une population hostile et aussi contre les manœuvres de l'OTAN pour contrer cet état de fait. Là, je crois que c'est quelque chose qui n'arrivera pas avant un certain nombre d'années. Et je crois qu'il y a des experts en Asie de l'Est qui étudient de très près ce qui se passe en matière de doctrine militaire russe et de doctrine russe en ce qui concerne les forces nucléaires à portée intermédiaire. Et bien sûr, c'est ce que nous allons tous étudier pour savoir comment réagir si tel était le cas.